Bonjour Martin, déjà, je te présente rapidement. Pour moi, tu es beaucoup de choses. Donc, l'expert international en leadership et d'inspiration. Donc, tu es quelqu'un qui m'inspire, qui est inspiré. Tu es quelqu'un qui sait qui il est et non pas quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Donc, tu es plus dans l'être et c'est pour moi la combinaison parfaite entre quelqu'un qui non seulement transmet un savoir, mais le vibre. Et ça, c'est énorme et c'est très rare dans la francophonie, un conférencier, auteur, coach, formateur et surtout philanthrope, mari et père de deux enfants. Voilà, donc De mentionner, oui. exactement. Et bah, je te laisse te présenter en 2 minutes rapidement et puis Je crois vraiment que tu as bien résumé les titres, donc les casquettes que je porte, mais je pense que ce qui est le plus important peut-être pour les auditeurs, c'est de comprendre justement que je suis une personne que je considère tout à fait ordinaire. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai décidé d'aller vers des trucs extraordinaires, malgré la peur, malgré les doutes, malgré l'incertitude, et c'est venu avec un certain travail sur moi-même. Et je t'entendais dire tantôt que j'étais beaucoup dans l'être et pas que dans le faire. Ben, j'ai été beaucoup dans le faire. Donc, j'ai fait cette erreur-là, j'ai pris ce parcours-là aussi pour peut-être faire un retour justement sur ce qui était plus juste pour moi. Et je pense que c'est ces expériences de vie-là, c'est le vécu de m'être souvent trompé, d'avoir souvent pris le mauvais chemin qui fait en sorte que j'ai peut-être un peu plus un alignement aujourd'hui plutôt que de simplement carburer à l'accomplissement. Donc, voilà. Alors, si les gens peuvent trouver de la valeur aujourd'hui, ben, je serais très content. Je suis content de rencontrer ton audience. ok, d'accord. Bah, moi, je vais poser des questions sur la réussite parce que je suis dans une phase, mon audience aussi, je pense que j'attire une audience qui est dans une phase de passage du faire à l'être et ça, c'est extrêmement, enfin, je pense que ça prend beaucoup de temps. Et la première question, c'est, j'aimerais parler d'incohérence. Je suis en ce moment en train de vivre une certaine incohérence parce que je délivre un message à mon audience, mais je ne le vis pas pleinement. Je sais que je ne le vis pas pleinement parce que des fois, 6 mois après avoir délivré un message que j'ai lu, que j'ai appris auprès de personnes qui m'inspirent, je me rends compte de la valeur et je pense que dans encore 6 mois, je le comprendrai encore plus en profondeur. Est-ce que c'est normal de vivre cette incohérence? Est-ce qu'elle est nécessaire? Bon, il y a plusieurs angles à ta question, donc je vais essayer d'attaquer chaque angle. Ok. On va commencer simplement par le ressenti de l'incohérence. OK? C'est simplement ma vérité. OK? Ça n'a pas besoin d'être votre vérité. Mais moi, je crois fondamentalement que c'est très difficile de vivre en cohérence si on n'a pas d'abord et avant tout visité son incohérence. OK? Ce que je veux dire par ça, c'est que souvent, c'est que c'est en explorant ces incohérences-là, ces écarts-là qui nous font peut-être souffrir, qui font en sorte qu'on est en distorsion cognitive, qui font en sorte qu'on se dit, c'est pas qui j'aime être. Je me sens pas bien là, donc où serait ma zone de cohérence? Donc pour moi, c'est un peu comme l'équilibre et le déséquilibre. On va seulement chercher l'équilibre lorsqu'on est en déséquilibre. Si on est en déséquilibre, on cherche à se remettre en équilibre. Alors, l'incohérence et la cohérence, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est souvent, c'est lorsqu'on est en incohérence, vient la culpabilité, on se compare, on s'autoflagelle, et ça peut devenir très autodestructeur. Donc, d'abord et avant tout, je pense que l'incohérence, il faut l'accueillir parce qu'elle fait partie du parcours, elle fait partie de notre aventure. On peut utiliser une image très forte, comme par exemple un enfant qui apprend à marcher. Il est très incohérent dans sa démarche parce que c'est la première fois qu'il le fait. Un enfant qui apprend à faire du vélo pour la première fois, il est très incohérent dans son équilibre parce que c'est la première fois qu'il le fait. La première fois qu'on parle en public, on peut être très incohérent dans sa compétence, mais à force de le faire, sans s'autoflageller, sans se culpabiliser, on comprend qu'il y a aussi une question de développer une certaine compétence là-dedans. Donc, la première chose, c'est normal. Okay? Par contre, il y a un point intéressant que tu mentionnes par rapport à je livre un message, mais je ne suis pas nécessairement en train de le vivre moi-même et ça crée une distorsion. Oui. Moi, je te dirais, Simo, c'est que présentement, surtout les gens qui veulent devenir coach, conférencier et ainsi de suite, ce qui est important n'est pas de livrer le message que tu as peut-être entendu ailleurs ou que tu veux modéliser. La journée aussi que tu vas prendre ton ascension, c'est la journée que tu vas livrer le message que tu viens de me livrer. Ce que je veux dire, c'est livrer à ton audience, de dire présentement, j'ai envie de vous dire que faut être positif, mais voici ce que je vis. Je me sens comme une merde, c'est difficile, je vais abandonner, ma famille me juge, les gens me jugent, mes amis me jugent,
mais voici comment j'applique ce que j'ai entendu d'un autre conférencier ou d'une personne que j'admire pour me relever. Alors, le point ici, c'est que c'est beaucoup plus important de modéliser, de démontrer que tu appliques ce truc-là et d'être très vulnérable et d'être vraiment authentique et lucide sur présentement, les mecs, je suis pas au top. Mais voici ce que je fais. Versus juste dire voici quoi faire. Voici quoi faire, souvent va créer une énorme distorsion, va créer un effet de dire oui, mais même moi, je ne le fais pas. Alors, il faut le dédouaner. Dire hey, présentement, même moi, c'est difficile de le faire. Mais voici exactement ce que je fais. Et là, bon, ça m'aide à me sentir mieux. Et c'est de même qu'on va chercher le millimètre. Donc, beaucoup plus documenter la réalité, documenter peut-être un peu les passages à bas niveau et montrer ce que tu fais, comment tu appliques cela, que de juste dire hey les mecs, voici ce qu'il faut faire pour avoir de la réussite. Et ça va te mettre beaucoup plus dans ton authenticité parce que tu as l'impression d'être hyper authentique avec ton audience et en même temps, ça va t'enlever une pression. Oui. Parce que tu n'es pas en train de dire aux gens hey, voici comment le faire, voici comment moi je le fais. Non, tu es en train de dire hey, voici ce que je vis. C'est difficile. OK? Et je me sens en distorsion, mais voici ce que j'applique et voici ce que je fais et ça fonctionne pour moi. Donc, souvent dans l'incohérence, les gens font l'erreur de penser que l'incohérence, c'est de la non-authenticité. Moi, je pense que tu peux te sentir incohérent parce qu'il y a peut-être un manque de compétences, il y a peut-être un petit manque de confiance, mais avec le temps, ça va s'arranger si on continue à peaufiner, à vouloir s'améliorer. Mais l'incohérence, c'est important de comprendre qu'on peut être tout à fait incohérent et d'être très authentique et honnête par rapport au fait que, hey, on n'est peut-être pas parvenu, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des outils pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des techniques et des stratégies. Donc, moi, je te dirais, tu sais, évidemment, je n'ai pas vu tes vidéos par rapport à ton cas à toi, mais souvent, c'est que je vois l'erreur de beaucoup de gens qui commencent à faire des vidéos, commencent à coacher. C'est justement s'ils vont dire quoi faire, ils vont propager un message, mais en même temps, on ne peut pas voir qu'ils sont en train de l'appliquer ou en train de le vivre. Alors que ce qui va vraiment leur rendre service, c'est d'être honnête. Mais en même temps, c'est de ça qu'ils ont peur. Parce qu'ils se disent, je ne vais pas dire que je suis en train d'échouer, je ne vais pas dire que je n'ai pas de trésorerie, je ne vais pas dire que je n'ai pas de clients parce que personne ne va vouloir faire du business avec moi. Non, en fait, tu vas être honnête, authentique et les gens vont s'intéresser à ton escalade et à ton ascension parce qu'on dit, merde, lui, il est vrai, il est honnête, il est dans sa vérité. Et ça va t'aider d'être dans ta cohérence. Okay. Bref, ça, c'est mon point de vue là, de ce que j'ai pu comprendre de ce que tu m'as expliqué. Merci pour ta réponse très complète. En parlant d'authenticité d'ailleurs, s'il y a une chose qui m'a, autre que la technique, autre que toute l'aura que tu dégages sur scène, c'est lorsque je suis venu te voir parmi toute la foule, et ça faisait déjà 2 jours que la foule vient te voir, qu'il fallait prendre des photos, aller sourire. Oui, ça fait mal. Voilà, ça fait mal à la mâchoire. Des centaines de photos, ça fait mal, oui. Et que, en fait, je suis venu te voir au moment et tu m'as donné ce temps, tu m'as regardé dans les yeux. Et là, je me suis dit, en fait, il est vraiment comme ça dans la vraie vie parce que quand tu m'as regardé, quand tu m'as parlé, ça a duré 30 secondes. Moi, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué parce que, en fait, tu donnes vraiment le temps aux personnes qui viennent te voir. Et ma question, c'est comment tu arrives à faire ça alors que tu es fatigué? Je suis sûr que tu étais fatigué, ça faisait 2 jours que tu es debout, tu as une pression aussi à gérer. Comment arriver à donner le temps, à rester authentique, à rester vrai même avec toute la pression? Ouais, c'est une très bonne question, Simon. Il y a 2 choses selon moi. Numéro 1, c'est le sens que tu attaches à l'importance d'agir comme ça. Et numéro 2, il faut comprendre que je ne suis pas toujours comme ça. Okay? Donc, commençons avec la première question, le sens. J'ai souvent rencontré, Simon, des gens que j'admirais qui ne m'ont pas accordé cette attention-là, qui m'ont regardé comme une merde ou qui m'ont fait sentir comme une merde. Alors, pour moi, le sens d'agir comme ça, c'est une véritable destruction parce que je me dis, moi, j'avais tellement d'admiration pour cette personne-là. En fait, elle ne m'a même pas regardé, elle m'a jeté du revers de la main sans aucune importance, comme si j'étais un vieux sac de croustilles qui m'a jeté à la poubelle. Donc, pour moi, le sens de dire, et si pour moi, c'est 100 fois 30 secondes, où ce que je dois démontrer un énorme respect en regardant la personne dans les yeux, en lui serrant la main, en lui disant merci. Un, c'est comme ça que mes parents m'ont enseigné, c'est les valeurs qu'ils m'ont données, mais en même temps, le sens de me dire, cette personne-là, elle peut prendre ces 30 secondes-là et se dire, moi aussi, je peux aller faire ma différence.
Donc, c'est un transfert de savoir-être. C'est un transfert de si Martin fait cela, moi aussi, je peux être bienveillant. Donc, pour moi, je le vois vraiment comme un effet ondulatoire de dire ce moment-là que j'encapsule avec toi et les centaines d'autres personnes qui sont venues me serrer la main ou prendre une photo, j'y attache un fort sens de dire hey, c'est mon devoir et c'est important pour moi parce que ça a un effet ondulatoire énorme sur le savoir-être. Donc, le sens, première chose. Deuxième chose, je ne suis pas toujours comme ça. Okay? Donc, un de mes bons amis, en fait, un de mes meilleurs amis dans le monde du développement personnel, de la conférence, s'appelle Sylvain Boudreau. C'est le meilleur conférencier au Québec, fait 4000 conférences, je crois. Et lui, il a ce concept-là qui est très simple. Switch on, switch off. Donc, ça veut dire que ton interrupteur, des fois, il est à on. Quand c'est le temps d'être on, tu es à on. Quand c'est le temps d'être off, tu es à off. C'est OK d'être à off. Donc, quand moi, je suis devant mon audience, quand je suis en train de prendre des photos, je suis dans une zone, dans un environnement où j'exige d'être à on, dans mon savoir-être, dans ma livraison, dans ma bienveillance. C'est une zone on pour moi. C'est pas le temps d'aller me plaindre, c'est pas le temps de râler, c'est on. The show must fucking go on. Donc, je suis on. Quand j'arrive dans ma loge, je ferme la porte, je m'assois sur le divan, je relaxe, je prends un café. Ça m'arrive des fois de peut-être parler peut-être un petit peu plus difficilement à mon équipe, mais on s'excuse. La vie continue. C'est pas que je suis faux, c'est que je suis on, je suis off, et c'est correct. Des fois, j'écoute Netflix, des fois, je mange de la pizza, des fois, je mange bien quand j'ai besoin d'être on, off. Donc, pour moi, ce concept-là est très important. Lorsque Céline Dion embarque sur scène, ou n'importe quel Mika ou Jay-Z, ils ont 20 000 personnes qui ont payé pour venir les voir performer. Ils sont à on. Tu comprends? Okay. Ils sont là pour donner leurs cadeaux, leurs talents, leurs compétences, leurs passions. Et quand ils s'en vont dans la loge, s'il y avait un souci avec leur femme, s'il y avait un souci avec leur enfant, là, c'est le temps de reprendre le souci et de gérer le souci. Mais quand tu es en zone de performance, dans ta compétence, dans ton talent, dans ta mission, tu es à on. Donc, pour moi, j'ai des zones très bien définies, Simon, de où est-ce que je suis à on dans certaines sphères de ma vie. Donc, quand je reviens de travailler, je t'explique le concept. Si je reviens de travailler et j'ai eu une conférence difficile, ou j'ai eu un événement difficile, en arrivant à la maison, j'ai le choix de contagier mes enfants et ma femme avec cela. Mais non, parce que ça, c'est une zone on, je dois être un papa. Tu comprends? Parce qu'eux, ils s'en foutent du conférencier, ils s'en foutent du mec qui prend des photos et qui sourit avec les gens. Eux, ils veulent juste jouer avec leur papa. Ils veulent juste un câlin, ils veulent l'intimité, ils veulent être... Tu comprends? Donc, pour moi, je ne peux pas dire « Ah, l'événement va mener... » Non, je dois être papa à 100%, je suis à on. Et par la suite, quand je me retrouve dans la chambre avec mon épouse, là, je peux dire, ben, ça va être un petit peu plus difficile. Et là, on en parle. Mais il y a des zones on et il y a des zones off. Donc, pour moi, c'est de même que je le gère. Et le sens très fort que j'attache à cela. Okay, donc, il y a deux grands points. Le sens, le pourquoi pour lequel on fait les choses qui est un carburateur. Et ensuite, il y a la discipline aussi, de se dire, et de la clarté par rapport aux endroits sur lesquels j'ai envie vraiment d'être on. C'est ça? Exactement. Okay. Si tu venais souper avec moi après un événement et qu'on prenait un burger ensemble et une bière, tu t'assirais à côté de moi et tu dirais, mais Martin, c'est aussi un vrai connard. C'est incroyable, comme genre les blagues qu'il fait, parce que je suis aussi cela. Tu comprends? Okay. Je veux dire, on est tous multifacettes. Oui. Donc, pour moi, mais je suis très à l'aise avec cela, tu comprends? Mais il y a des gens qui me connaissent dans mon intimité. C'est pas que lorsque je vais sur scène que je joue un personnage, c'est juste que je suis pas certain que les gens seraient intéressés d'entendre pendant tout un week-end des blagues parfois un petit peu déplacées, un petit peu salées. Ou... J'en fais parfois sur scène, mais j'essaie de bien doser. Oui, ok, parfait. J'ai une autre question aussi, c'est une dimension un peu plus technique où j'ai envie de... Enfin, ça sera deux questions en une. J'ai envie de parler, moi ce que je vois, le plus grand frein que j'ai eu lorsque je veux accomplir des choses, c'est l'autosabotage. Mais d'une certaine manière, aujourd'hui avec du recul, je n'y crois pas à l'autosabotage parce que je me dis que si on s'autosabote pour faire quelque chose mais qu'on n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a une raison. Le subconscient est tellement bien fait qu'il y a une bonne raison. Il faut juste trouver cette bonne raison. Et donc, déjà, quelle est ta vision de l'autosabotage? Est-ce que tu y crois? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est quelles sont les clés, techniquement, s'il y a des étapes à suivre pour sortir de l'autosabotage? Ben écoute, l'autosabotage, la procrastination sont intimement liées souvent. Je te dirais, moi, avec le temps, je te dirais que
l'auto-sabotage, souvent, tu l'as dit, c'est très inconscient. Notre conscient veut accomplir un truc et notre inconscient, souvent, va nous tirer vers le bas. Donc, c'est intimement lié avec nos croyances, avec notre estime personnelle, avec notre image de soi, avec ce que l'on croit que l'on mérite ou non. Est-ce que l'on mérite le succès? Est-ce qu'on a peur du succès? Est-ce qu'on a une bonne relation à l'argent? Donc, on pourrait parler longtemps de tout ce qui est l'inconscient et de ce qui est rattaché, qui peut peut-être nous mener à procrastiner ou à s'auto-saboter. Ultimement, je te dirais que l'auto-sabotage et la procrastination souvent est lié au fait que la tâche que l'on tente d'accomplir, Simon, on n'a pas confiance de pouvoir l'accomplir dans notre inconscient et dans notre subconscient. Donc, on aime mieux s'auto-saboter pour venir valider la croyance de départ que l'on a que je ne crois pas nécessairement que je suis cette personne. Okay? Donc, à ce moment-là, on va trouver une multitude de divertissements, une multitude de distractions pour s'auto-saboter, que ce soit l'alimentation, l'alcool, la procrastination, passer trop de temps sur Internet, être négatif, se mettre en posture plus de victimisation. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes qui s'enclenchent à partir du moment où on se dit « Oh, ouais, oui, mais tu n'es pas cette personne-là. » Donc, au départ, si tu ne crois pas pouvoir accomplir cette tâche-là, tu vas développer des patterns d'auto-sabotage et de procrastination. Et tout ça, c'est soutenu souvent par une estime qui n'est peut-être pas bien nourrie, une image de soi qui n'est peut-être pas au top. On devrait faire un travail personnel, peut-être avec un coach, avec un thérapeute. Et par la suite, tout ce qui est les croyances, on s'est peut-être attaché à des croyances qui nous ramènent vers le bas. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça peut se muscler, à mon sens, de mon expérience et les milliers de personnes que j'ai pu coacher, on peut faire un progrès là-dessus. Maintenant, les clés pour s'en sortir. Donc, numéro 1, je pense que c'est important de comprendre d'abord avant tout, prise de conscience qu'on est dans un pattern où on a peut-être tendance à s'auto-saboter. Okay? Donc, à partir de là, on peut peut-être commencer à faire un travail sur l'amour de soi, sur l'estime personnelle, sur nos blessures personnelles, et ainsi de suite. Mais c'est de comprendre qu'on n'est pas cela, on n'est pas notre passé, on n'est pas nécessairement l'identité de nos parents, on n'est pas l'identité que la société voudrait que l'on soit, qui est l'économie difficile, il n'y a pas d'emploi, on ne peut pas réussir, on va échouer en affaires. Tous les messages toxiques qui existent, on n'a pas à devenir cela. On peut aussi changer son histoire pour changer sa trajectoire. Donc, prise de conscience importante. Par la suite, ce que moi j'ai appris, Simon, c'est pas très, très compliqué, c'est que tu ne peux pas négocier avec ta tête. Ton cerveau est extrêmement puissant. Ton cerveau gauche fait le plan. Ton cerveau droit, a la vision. David Lefrançois nous a clairement appris cela avec les 4 cerveaux. Gauche, c'est le stratège, c'est le planificateur. Il veut réussir, il veut y aller. Le droit, eh bien là, maintenant, c'est la vision. C'est comme, ouais, je vais être beau avec des abdos partout dans mon corps, avec 30 kilos en moins. La vision t'inspire. Le cerveau médian, lui, c'est, hey, tout ce qui est l'émotion, ça va être, tu vas de la fierté, ça va être fantastique. Et par la suite, tout ce qui est le cervelet en arrière, c'est toute la mise en action. Lui, OK, parfait, oui, on va bouger, c'est beau. Mais à partir du moment où on se met en action, eh bien, c'est fort possible que le cerveau médian, qui est tout ce qui est l'émotion et le ressenti, va se dire, c'est pas ce que je croyais, c'est difficile. Es-tu certain que tu peux faire ça? Et là, le cerveau droit, non, finalement, on ne l'a jamais fait, on ne l'a jamais vraiment accompli. Okay? Donc, le cervelet, restons assis sur le divan. Et là, par la suite, le cerveau médian qui dit, hey, il y a du chocolat, va chercher du chocolat et des chips, prends-en juste une, tu le mérites. Le cerveau droit dit, c'est sûr que tu le mérites. Le cerveau gauche dit, je vous emmerde. Qu'est-ce que vous faites? Ça ne fait aucun sens. On a un plan, restons au plan. Et il y a cette discussion-là interne. Et ça fait partie aussi de la prise de conscience, de s'éduquer maintenant au niveau des neurosciences, de comment c'est assez difficile de changer. Mais en même temps que si tu ne négocies pas avec ta tête, moi, c'est ce que je fais. Je sais que cette conversation-là est toujours en place. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je mets à l'horaire ce qui doit être fait. Okay? Et je ne vais pas négocier. Par contre, je vais observer mes zones de distraction. Quelles sont mes zones de distraction? Regarder un épisode Netflix, faire de l'Internet, YouTube, aller sur Instagram. OK. Je vais retirer les distractions et je ne négocie pas avec ma tête. Si j'ai mis 10 heures, je travaille sur mon marketing. 10 heures, je vais au gym. Je ne négocie pas avec ma tête parce que mon cerveau me dit, reste couché, tu le mérites, c'est parfait, t'es bien, il fait chaud, colle-toi sur ta femme, la vie est belle, OK? Tu iras demain. Procrastine, auto-sabotage. C'est mon cerveau, je le comprends, il est très puissant, il veut m'éloigner de ça.
Okay? Je l'ai à l'horaire, je me dis, je vais y aller, je vais le faire, je ne négocie pas. Et par la suite, une fois que j'ai accompli ce que je cherchais à accomplir, ben là, je vais m'offrir une petite récompense de distraction, un petit épisode Netflix, un petit truc. Donc, je vais mettre mes distractions ou mes évitements après avoir accompli la tâche que je cherchais à accomplir. Évidemment, dans ma journée, je peux avoir 7 tâches comme ça. Et le jeu, c'est de ne pas négocier avec ta tête qui veut constamment repousser à plus tard, qui veut éviter de passer à l'action. Pourquoi? Parce que c'est normal que cette conversation-là soit... Donc, quand tu prends ces 2 piliers-là, conscience avec un travail d'estime de soi, image de soi, croyance personnelle, et que tu le jumules avec, OK, mon cerveau, il y a des bonnes chances qu'il veuille tout faire pour me faire échouer, basé sur l'identité que mes parents m'ont donnée. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, basées sur des messages très forts qui m'ont marqué dans ma vie. Et je sais que tout au long de mon objectif, ça va me dire non, vas-y pas, fais attention, repousse. Je ne négocie plus avec ma tête et je me dis, c'est aussi une question de processus. Parce que ce que j'ai compris, c'est que tu as beau avoir le mindset de feu que tu veux, ta machine est très puissante et souvent ma machine veut m'empêcher de passer à l'action. Ce que je sais par contre, c'est que si je me tiens à mon horaire et que je me dis, ça ne me tente pas, mais je vais au moins commencer 5 minutes. Et là, des fois, après avoir commencé 5 minutes, je suis comme, ah, OK, parfait, OK, j'y vais. Je me donne du rythme, je me donne du momentum. Et bien, quand je ne le fais pas, évidemment, ça prend une conséquence. Ça prend une conséquence pour moi pour muscler mon cerveau différemment, de dire, hey, tu as cet engagement-là, tu te mens et tu procrastines et tu t'auto-sabotes. Donc, pas de Netflix pendant une semaine ou pas de ceci pendant une semaine. Pour moi, il faut qu'il y ait une certaine conséquence sans rentrer dans la culpabilité. Encore une fois, ce message-là, Simon, ne s'adresse qu'à des personnes qui veulent performer davantage, qui veulent se réaliser davantage. Une personne qui est très à l'aise à faire 32 heures de Netflix par semaine, plus 12 heures de Facebook, plus 7 heures d'Instagram par semaine, si ça te rend heureux. Tu sais, on parle de réussite. Au début, tu disais, la réussite, moi, c'est mon truc. Mais quelle est ta définition de la réussite? Commence par ça. Et fais certain que tu as une définition dans laquelle tu es bien dans tes baskets et que ça te rend heureux. Moi, j'ai des amis qui font un travail 40 heures par semaine, qui ont 2 enfants, qui ont leur épouse, qui ont leur enfant et sont très heureux avec cela. Ils font 50 000 € par année et sont au top. Moi, je serais malheureux là-dedans. Ce n'est aucunement un jugement, ça ne se sera jamais. L'important, c'est que eux, c'est leur kiff et que ça les rend heureux. Moi, je suis heureux quand je crée. Moi, je suis heureux quand que je contribue. Moi, je suis heureux quand que je suis maître à bord de mon revenu. Je suis maître à bord de mon impact. Je suis maître à bord de mes réalisations. Je dois être un entrepreneur. Tu comprends? C'est mon ADN. Par la suite, j'ai d'autres zones de bonheur avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes employés, avec ma communauté. Et tout ça, je dois m'assurer que c'est ma définition de la réussite. Et m'assurer de ne pas suivre la définition dont on fait l'apologie dans les magazines avec seulement le matériel, seulement l'argent, seulement ceci. Non, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre, selon ce que toi tu veux. Okay. Merci beaucoup pour ta réponse, Martin, et ton authenticité encore une fois. Il reste 2 minutes, je veux juste te poser une petite question. Quelles sont les étapes à suivre pour, dans peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, apparaître sur la scène de la meilleure année de votre vie ou quel que soit l'événement? Qu'est-ce que je dois faire? J'écoute, c'est une très bonne question. Vraiment, il faudrait le demander aux gens qui sont venus sur ma scène. Je ne crois pas qu'il y a d'étapes, en fait, à part de constamment vouloir s'améliorer, être dans l'amélioration continue, faire sa différence. Donc, c'est sûr que tous les gens que moi, j'ai voulu mettre sur ma scène, j'avais l'impression qu'il y avait eu une énorme poche de progrès de leur personne, de la livraison de leur message, de la livraison de leur histoire ou de leur expertise. Et qu'il y avait aussi un certain alignement, un peu de ce que l'on a parlé au début. Donc, j'ai été en désalignement, j'ai essayé de me ramener en alignement. Et j'aime de mettre des gens sur la scène de l'Académie Zéro Limite ou de la meilleure de votre vie qui ont fait aussi ce parcours-là d'essayer de trouver leur justesse. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font est juste. Ça ne veut pas dire que tout est juste. Mais ça veut dire que j'aime de mettre un message sur ma scène qui semble juste, qui semble avoir été réfléchi, qui semble avoir été incarné aussi. Parce qu'il n'y a rien de pire, selon moi, que d'entendre un conférencier ou une conférencière qui est poli, qui est parfait, qui est fantastique. Tu sais, il y a des orateurs qui sont incroyables, mais en même temps,
ça ne te rejoint pas ou ça ne semble pas nécessairement incarné. C'est dur à expliquer. Oui, Donc, le ressenti. est-ce qu'il y a des étapes? J'en ai aucune idée, mon ami. Mais je te dirais, de faire ta différence, ça c'est sûr et certain. Faire ton impact avec ton audience à toi, de toujours être un étudiant engagé dans l'amélioration continue, parce que j'ai l'impression que c'est mon parcours à moi. Donc, encore aujourd'hui, après 21 ans, je participe à des formations, je participe à des mastermind groups, je suis curieux, je parle de mes échecs avec mes élèves. Donc, je suis dans cette même mécanique-là que mes propres élèves. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'a amené à progresser au fil des années. Et j'ai l'impression que les gens qui se rendent sur la scène de l'amélioration de votre vie, de l'Académie Zéro Limite, certes, c'est prestigieux parce que c'est des gros événements, les gens aiment ça, mais en même temps, ils ont fait ce parcours-là. Et donc, il y a peut-être de ces ingrédients-là. C'est plus des ingrédients que des étapes. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Martin pour ton temps et le message que tu délivres, très puissant à mes yeux, en tout cas, ça me touche. Et Merci. puis, je me sens vraiment privilégié, beaucoup de gratitude pour ça. Et je te dis peut-être à bientôt et bon courage pour le restant de ta vie. Superbe, toi aussi, puis félicitations pour ce que tu fais. Bravo d'avoir lancé ta chaîne YouTube et de passer à l'action. On a besoin de monde comme toi dans un monde cynique et parfois rempli de confusion. C'est important qu'il y ait des gens qui se disent je vais aussi faire ma différence à ma façon. Donc, bravo de le faire. Merci. All right, mon ami. Au revoir, Ciao. ton audience. Au revoir, merci. Ciao, ciao. Bye bye.